Bah oui, on se retourne pas beaucoup. Vous savez, non, bah, c'est comme ça, c'est très bien. Voici le dernier moment de Jean-Louis Trintignant. Dans la maison de Pierre Duzès, un matin de juin 2022, l'acteur au silence incandescent s'éteint, entouré des siens, à 91 ans, après des années de lutte contre un cancer de la prostate. Cette fin paisible porte pourtant l'ombre d'une faille, la blessure jamais refermée causée par la mort de sa fille Marie, drame qui a façonné son retrait, sa pudeur, son refus du vacarme médiatique. Icône du cinéma européen depuis Et Dieu créa la femme, visage d'un homme et une femme, conscience de Z et profondeur d'amour, Trintignant aura incarné l'intensité murmurée. « Je suis en train de m'en aller doucement », confiait-il en 2019. Sa disparition ressemble à sa manière de jouer, sans effet, avec mesure, simplement, laissant l'essentiel résonner longtemps après le dernier plan. L'événement frappe la France, non par le bruit, mais par ce silence habité qu'il avait élevé en art. Jean-Louis Trintignant voit le jour le 11 décembre 1930 à Piolan, petit village du Vaucluse, dans une maison où le silence se mêlait aux discussions passionnées de ses parents. Son père, Raoul, industriel et ancien pilote automobile, était une figure respectée de la région, tandis que sa mère, Claire Tourtin, cultivait un intérêt profond pour l'histoire et les arts. Enfant unique, il grandit entre la douceur des paysages provençaux et la rigueur d'une éducation marquée par le sens du devoir. Ses premiers rêves ne se tournent pas vers le cinéma, mais vers l'asphalte. Il admire les courses automobiles et rêve de suivre les traces de ses oncles, tous deux pilotes de renom. À l'adolescence, il découvre le théâtre presque par hasard, lors d'une représentation scolaire. Ce moment agit comme une révélation. Il quitte alors la tranquillité de Piolan pour Aix-en-Provence, puis Paris, où il entame des études de droit. Mais les amphithéâtres de la Sorbonne ne le retiennent pas longtemps. Fasciné par les planches, il s'inscrit au cours Simon et fréquente le Conservatoire national d'art dramatique, absorbant les leçons de diction, de présence scénique et de justesse émotionnelle. Ses premiers pas sur scène sont hésitants, mais déjà, il dégage une intensité rare. On le remarque dans de petites productions, souvent dans des rôles d'amoureux timides ou de jeune homme tourmenté. Sa voix posée, son regard à la fois doux et pénétrant, intrigue les metteurs en scène. Un soir, au théâtre Sarah Bernard, Roger Vadim le repère. C'est la rencontre décisive. En 1956, Vadim lui confie un rôle face à Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. Le tournage, tendu et scruté par la presse, propulse le jeune acteur dans la lumière. Trintignant, pourtant réservé, s'impose par sa présence discrète mais magnétique. Ce film marque le véritable basculement. Il abandonne toute idée de carrière juridique pour se consacrer entièrement à l'art dramatique. Son style, déjà, se distingue. Une économie de gestes, une intensité contenue qui capte l'attention sans éclat inutile. Les portes du cinéma s'ouvrent et avec elles une trajectoire qui ne cessera de mêler reconnaissance publique et fidélité à sa nature profonde. Les années 1960 et 1970 s'ouvrent pour Jean-Louis Trintignant comme une période d'ascension irrésistible. En 1966, Un homme et une femme de Claude Lelouch le propulse au rang d'icône romantique. Le film, couronné par la Palme d'Or et 2 Oscars, devient un phénomène mondial et le couple qu'il forme à l'écran avec Anouk Aimée incarne une élégance à la française qui séduit bien au-delà des frontières. Trintignant, avec son jeu mesuré et son phrasé précis, impose une autre idée de séducteur, moins flamboyant, moins intérieur, captivant par le non-dit. 3 ans plus tard, Z de Costa Gavras élargit encore son registre. Dans ce thriller politique percutant, il incarne un juge d'instruction obstiné, symbole d'intégrité face à la corruption. Le film obtient l'Oscar du meilleur film étranger et le prix du jury à Cannes, tandis que Trintignant reçoit le prix d'interprétation masculine. La critique salue sa capacité à exprimer la tension et la détermination sans hausser le ton par un simple regard ou un geste calculé. Au début des années 1970, il tourne Le Conformiste avec Bernardo Bertolucci, chef-d'œuvre du cinéma italien, où il prête ses traits à un fonctionnaire partagé entre ambition et lâcheté. Ce rôle confirme son aisance à explorer les zones d'ombre de l'âme humaine. Trintignant devient alors un acteur recherché des plus grands cinéastes européens, Éric Rohmer, Alain Robbe-Grillet, François Truffaut. Sa filmographie se diversifie, allant du drame intimiste au polar, de la comédie raffinée au film engagé. Pourtant, cette reconnaissance internationale n'efface pas les controverses. Certains journalistes critiquent sa distance avec les médias, son refus d'entrer dans le jeu promotionnel. D'autres soulignent sa propension à choisir des rôles ambigus, parfois dérangeants, qui défient les attentes du public. Lui, indifférent aux modes,
revendique ce parcours singulier. Je préfère les films qui posent des questions à ceux qui donnent des réponses. Dans cette période foisonnante, Trintignant s'impose comme un acteur rare, capable de naviguer entre les industries nationales et le cinéma d'auteur, tout en conservant une identité artistique forte. L'âge d'or de sa carrière se construit ainsi, non dans la répétition de formules gagnantes, mais dans une quête constante de sens et de vérité, à l'écran comme dans la vie. Derrière la carrière exemplaire et la reconnaissance internationale, la vie privée de Jean-Louis Trintignant fut marquée par des épreuves profondes, des choix radicaux et une relation constante avec la douleur silencieuse. En 1960, il épouse Nadine Marquand, actrice et réalisatrice, avec qui il aura 3 enfants, Marie, Pauline et Vincent. Le couple, souvent photographié dans les festivals les premières de films, semblait former une union solide au sein du microcosme parisien. Mais la réalité était plus complexe, marquée par des tensions liées aux absences prolongées de l'acteur, happé par les tournages à travers l'Europe. La première épreuve majeure survient avec la perte de leur fille Pauline, morte subitement à l'âge de 9 mois. Un drame que le couple garde longtemps sous silence, préférant l'intimité au partage médiatique. Malgré cette blessure, la famille poursuit son chemin et Marie, née en 1962, devient rapidement une actrice reconnue, héritant du talent et du regard intense de son père. Vincent, le cadet, choisira une voie plus discrète, loin des projecteurs. Les années 1980 et 1990 voient Trintignant alterner entre théâtre et cinéma, mais c'est sa relation avec Marie qui prend une place particulière dans sa vie. Ils travaillent ensemble sur plusieurs projets, partageant une complicité artistique évidente. Pourtant, cette relation fusionnelle sera brutalement brisée en août 2003. Marie meurt à Vilnius, victime de violences infligées par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. Ce drame largement médiatisé bouleverse la France et plonge Trintignant dans une douleur abyssale. Ses interventions publiques à cette époque, sobres mais déchirantes, témoignent d'un homme anéanti. Il dira plus tard que cette perte l'avait tué à moitié. Après la mort de Marie, Trintignant se retire en grande partie de la vie publique. Il refuse de participer à des cérémonies officielles ou à des hommages trop médiatisés. Sa méfiance envers la presse, déjà présente, se transforme en une distance presque totale. Il choisit de vivre entre Paris et Uzès, cultivant ses vignes, lisant et retrouvant le théâtre de temps à autre, là où il pouvait contrôler l'espace et l'intensité de son exposition. Loin des projecteurs, il continue à nourrir des passions anciennes, comme la course automobile, héritée de ses oncles Pilates, mais il s'éloigne progressivement des circuits, préférant la lenteur de la vie rurale. Sur le plan politique, il affiche discrètement ses positions humanistes, participant à quelques lectures engagées, notamment contre le racisme et en faveur des droits humains. Sa vie privée reste jalousement protégée. Peu d'amitié dans le milieu, mais des liens solides avec quelques partenaires de jeu, comme Anouk Aimée ou Claude Lelouch, qui respectent son besoin de retrait. Sa discrétion devient sa signature, un artiste qui, malgré la gloire, refuse le culte de la célébrité. Le combat silencieux contre la dépression, aggravé par le deuil, s'accompagne d'une réflexion constante sur la mort. Dans plusieurs interviews, il évoque sans détour sa préparation à partir, affirmant ne pas craindre la fin. Ce détachement apparent cache mal l'usure des années, mais révèle une lucidité rare dans un milieu souvent tourné vers la jeunesse et l'illusion de l'éternité. Ainsi, la vie privée de Jean-Louis Trintignant se lit comme une succession de victoires intérieures et de blessures invisibles. Il aura su tout au long de son parcours préserver un espace où l'âme pouvait respirer, à l'abri des regards, même si cet espace était souvent habité par la solitude et le poids des absences. À partir de la seconde moitié des années 2000, Jean-Louis Trintignant réduit volontairement ses apparitions à l'écran. La fatigue morale et physique, conjuguée au poids des drames vécus, l'éloigne des plateaux. Pourtant, en 2012, il accepte l'offre de Michael Haneke pour Amour. Ce rôle d'octogénaire confronté à la maladie de sa femme vaut une performance d'une vérité bouleversante, curé d'une sobriété qui devient sa marque ultime. Après ce succès, il envisage une retraite définitive, mais reste sensible à certaines propositions. En 2019, Claude Lelouch l'invite à retrouver Anouk Aimée dans « Les plus belles années d'une vie », suite tardive d'un homme et une femme. Le film agit comme une parenthèse nostalgique, réunissant à l'écran des visages marqués par le temps, mais habités par la même intensité. Durant ces années, son état de santé se fragilise. En 2018,
Il révèle publiquement souffrir d'un cancer de la prostate, diagnostiqué à un stade avancé. Fidèle à sa nature discrète, il part de la maladie sans pathos, évoquant simplement un processus naturel contre lequel il choisit de ne pas s'acharner. Il refuse certains traitements lourds, préférant préserver sa qualité de vie. Les rares apparitions publiques qui suivent le montrent affaibli, souvent en fauteuil roulant, mais toujours attentif à ses interlocuteurs et aux textes qu'il lit sur scène. Ses lectures publiques deviennent en effet un fil rouge de ces dernières années. Il choisit des poèmes de Prévert, Apollinaire ou Aragon, accompagnés par l'accordéoniste Daniel Mille. Ces moments intimes, souvent dans des petites salles ou des festivals, illustrent un besoin de partage épuré, loin des contraintes du tournage. Ses proches rapportent qu'il vivait alors entre Paris et sa maison d'Uzès, entouré de quelques amis et de sa famille. Il passait de longues heures dans son jardin, observant les saisons, s'adonnant à la lecture et au silence. Ceux qui le visitaient évoquaient un homme lucide, parfois mélancolique, mais apaisé dans l'idée que la fin approchait. Jean-Louis Trintignant s'exprime une dernière fois dans les médias en 2019, déclarant au journal Le Monde « Je suis en train de m'en aller doucement ». Une phrase simple, presque anodine, mais qui résume l'élégance discrète avec laquelle il a toujours envisagé la vie comme la mort. Ces dernières années auront été marquées par cette constance, un refus des excès, une fidélité à soi-même et un rapport au public filtré par l'exigence d'authenticité. Le 17 juin 2022, dans la lumière douce d'un matin d'été à Uzès, Jean-Louis Trintignant s'éteint à 91 ans. Sa maison, nichée au cœur du Gard, est son refuge depuis de nombreuses années, un lieu où il a choisi de vivre ses derniers instants loin des regards. Depuis plusieurs semaines, la maladie avait considérablement affaibli son corps. Entouré de sa famille proche, il reçoit les soins d'une équipe médicale à domicile, mais l'essentiel se joue dans le silence, dans cette atmosphère feutrée qu'il a toujours privilégiée. Les dernières 24 heures se déroulent sans agitation. Les volets restent mi-clos, la chaleur de juin filtre à travers les rideaux. Quelques proches viennent le voir une ultime fois, échangeant des mots rares, parfois un simple geste, comme pour respecter la pudeur qui a marqué toute son existence. Aucun communiqué anticipé, aucune présence médiatique n'est tolérée. La maison reste fermée au monde extérieur, fidèle à cette frontière qu'il avait dressée entre sa vie privée et la sphère publique. Selon le témoignage de ses proches, Jean-Louis conserve jusqu'au bout cette voix douce et posée, parfois interrompue par la fatigue. Il ne prononce pas de grands mots derniers destinés à l'histoire, mais laisse à chacun des phrases simples, empreintes de bienveillance. On raconte qu'il aurait évoqué un souvenir d'enfance à Piolan, comme un dernier retour aux origines, là où tout avait commencé. Ses enfants, Vincent et Pauline, ainsi que ses petits-enfants, sont présents ou joignent leur voix par téléphone, dans un cercle intime que rien ne vient troubler. Le décès est constaté dans la matinée. L'annonce, faite quelques heures plus tard par sa famille via un communiqué bref, confirme sa volonté, partir en paix, sans cérémonial public. Le texte, sobre, précise qu'il est mort paisiblement, entouré des siens, sans autre détail. Aucun hommage national n'est organisé. Ce choix, qui peut surprendre pour une figure d'une telle envergure, correspond parfaitement au l'homme qu'il fut, réticent aux honneurs tapageurs, préférant que son œuvre parle pour lui. La nouvelle se répand rapidement dans les médias français et internationaux. Les réseaux sociaux s'emplissent de messages d'adieu, de souvenirs partagés par des spectateurs, des acteurs et des réalisateurs. Claude Lelouch confie qu'il perd un frère de cinéma, tandis qu'Anouk Aimée parle de l'autre moitié d'un couple d'écran qui ne s'est jamais quitté dans le cœur des gens. Des festivals, comme Cannes et Angoulême, annoncent des rétrospectives pour célébrer sa carrière. Dans la petite ville d'Uzès, les habitants déposent discrètement des fleurs devant sa demeure. Aucun attroupement massif, seulement quelques gestes isolés, à l'image de l'homme, discret mais chargé de sens. Même dans sa mort, Jean-Louis Trintignant orchestre le récit comme il a toujours vécu ses rôles, en laissant des espaces de silence où le spectateur peut projeter ses propres émotions. Ainsi se clôt l'existence d'un artiste qui aura marqué plus d'un demi-siècle de cinéma, non pas par le bruit des projecteurs, mais par la justesse d'un regard et la densité d'un silence. La disparition de Jean-Louis Trintignant laisse un vide profond dans le paysage culturel français et européen.
Acteur de plus de 100 films, il aura traversé les genres et les époques, en imposant une singularité, celle d'un jeu épuré, d'une intensité sans emphase, capable de dire l'essentiel en un regard. Les hommages affluent, portés par des générations d'artistes qu'il a inspirés. Claude Lelouch, Costa Gavras, Michael Haneke, mais aussi de jeunes réalisateurs, saluent un modèle d'intégrité artistique. Le public, lui, se souvient de cette voix douce, presque chuchotée, qui portait les mots comme des confidences. Des rétrospectives de ces films sont organisées, notamment à la Cinémathèque française, et certaines de ses lectures poétiques sont rediffusées à la radio, comme un écho à cette part intime qu'il partageait rarement. Son héritage ne se mesure pas seulement en œuvre, mais aussi dans une attitude face à la célébrité, le refus du compromis facile, la fidélité à soi-même et la conviction que le silence, parfois, a plus de poids que les discours. En quittant la scène discrètement, il rappelle que la grandeur d'un artiste se juge autant dans la vie que dans l'art.